Du coup, qu'est-ce que c'est que la compensation carbone ? Je vais peut-être être un peu rude en disant comme ça, mais je trouve que c'est une vision obsolète, voire même erronée. Obsolète parce que c'est une vision qui, à un moment, était portée au moment du protocole de Kyoto, 2005, où on maîtrisait encore pas forcément les enjeux et la trajectoire qu'on allait devoir emprunter si on veut respecter l'accord de Paris. Donc je dis obsolète parce que c'est une vision qui a été remise en question et qui est remise en question par un certain nombre d'acteurs depuis le rapport du GIEC de 2018, qui nous montre une autre trajectoire. Alors, à la base, c'était une bonne idée. C'était finalement de donner un prix au carbone, une unité de mesure que comprend l'entreprise, pour permettre finalement à cette entreprise de mettre une valeur à ce carbone, directement dans sa comptabilité finalement, et soutenir un projet. Et donc, ça permettait de faire une transaction financière vers notamment les pays du Sud, en fait. C'était ça à la base. Et moi, c'est ça qui m'intéressait à la base, c'est que c'était un outil qui permettait de délocaliser des investissements vers des pays en développement. Tout à fait, de favoriser des financements, et des fois sur le terrain on a besoin de cofinancement, donc c'était bien de pouvoir intéresser des entreprises sur ces enjeux. Parce que la plupart des porteurs de projets sont dans des pays en voie de développement. Tout à fait, si on veut traiter les questions de déforestation, c'est surtout dans des pays en milieu tropical ou d'accès à l'énergie, pareil, donc parce que la compensation carbone, il n'y a pas que les forêts, il y a aussi d'autres sujets comme l'énergie. Mais alors, le problème de la compensation, c'est que finalement, c'est une équation où on nous explique que si on émet 1 et qu'on compense 1, on fait 1 moins 1 égale 0. D'où la neutralité carbone. Voilà, et on pourrait se dire, tiens, on est neutre en carbone. Par contre, ce qui se passe réellement, c'est un peu plus complexe, parce que, imaginons, là, on va prendre l'avion, on va se faire un petit aller-retour tous les deux à New York. Chouette. Voilà, pour un petit week-end shopping, si tu veux, en plus. Ça marche, super. Donc, on va émettre 4 tonnes. Donc, on va faire 7 heures aller, 7 heures retour, on va émettre 4 tonnes. Pendant ce temps-là, il y aura rien qui va nous permettre de réabsorber ces 4 tonnes, en fait, dans le temps imparti. Donc, il y a un problème de temporalité, surtout si on parle d'arbres, en fait. Finalement, l'arbre, il va faire plusieurs arbres déjà pour 4 tonnes, puis ils vont mettre 20, 30, 50, 100 ans à absorber. Pour peu qu'ils arrivent à maturité. Exactement. Puis, pendant ces 100 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aurait pas un incendie ? Est-ce que finalement cet arbre on le plante pas pour un autre usage ? La première source d'énergie pour les populations rurales en pays de développement, c'est quand même le bois énergie. Donc on va réémettre. Donc il y a un problème de temporalité aussi. Et puis quelque part ce CO2 qu'on a émis, c'est du kérosène, c'est de l'énergie fossile. C'est pas du tout le même type de carbone que le carbone biologique qu'on peut retrouver dans les arbres. Le carbone biologique, il a une durée de vie, un cycle qui est très très court. On va parler de 50, 100 ans, que le carbone géologique, il a fallu des millions d'années pour qu'il se stocke. Et donc pas du tout le même impact, et donc pas du tout la même équivalence possible entre un carbone géologique et un carbone biologique. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui on peut pas parler de compensation. Et c'est pas vraiment ce que nous dit le GIEC en fait. En 2018, ils nous ont dit, c'est simple, si on veut atteindre la neutralité carbone, on pourra en revenir après là-dessus, mais l'idée c'est, on aura toujours des émissions, mais il va falloir les réduire drastiquement en 2050. 75%. Voilà, 75%. Donc l'effort, c'est entre certains secteurs, ça va être 4 à 7 fois, il va falloir réduire nos émissions. Et en face, il faudra assez de puits de carbone, espérons-le naturel. Il faudra doubler ces puits de carbone, mais il faudra assez de puits de carbone pour qu'en fait, il y ait un équilibre entre ce qu'on continuera à émettre, on continuera toujours à émettre, et ce que les écosystèmes pourront absorber. Et c'est ça la neutralité carbone, c'est une trajectoire, c'est pas une temporalité. Aujourd'hui, je suis neutre en carbone parce que j'ai acheté 4 crédits carbone pour notre aller-retour en avion. C'est que de toute façon, ces 4 tonnes, il va falloir peut-être pas que je les émette en 2050, et j'en émettrai toujours. On dit que normalement, en moyenne, un Français devrait émettre 2 tonnes. 2 tonnes, oui. Qu'aujourd'hui, on est plutôt à 10. Et donc en face, il faudra que chaque Français ait assez d'écosystèmes qui absorberont de manière naturelle 2 tonnes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut sortir aussi du mode de neutralité carbone individuelle qui n'existe pas au niveau d'un individu, d'une entreprise, d'une personne morale, d'un État, mais que la neutralité carbone n'existe qu'au niveau mondial. Planétaire. Et c'est là que c'est intéressant. Donc quand on a fait tout ce travail justement avec le groupe de travail compensation carbone et reforestation,
il y avait en même temps le Carbon 4 qui travaille sur son référentiel, la Net Zero Initiative, et qui justement a bien dit à un moment, en fait, l'enjeu c'est pas la neutralité carbone, c'est à l'échelle planétaire ou à l'échelle d'un pays, d'un territoire, mais pas du tout à l'échelle d'une entreprise ni individuelle. Et donc maintenant la question c'est comment on y contribue. Bon, sur la partie réduction, c'est assez simple. On peut mettre des outils quand on est une entreprise. Il y a plein de démarches qui existent. Par contre, quelle contribution, et c'est pour ça qu'on préfère ce terme, pas compensation, c'est quelle contribution il va falloir avoir à l'effort global, planétaire, pour arrêter de déforester, donc arrêter de faire en sorte de détruire nos puits de carbone, et en restaurer et faire en sorte que derrière les forêts ou l'agriculture, ce qu'on appelle les land use en anglais, dans le jargon climatique, pourront absorber le reste d'émissions qu'on aura toujours de toute façon. C'est ça cette trajectoire, c'est notre vision.